Voilà, que c'est toujours dans le cadre de cette bataille avec les groupes terroristes du côté du Niger, mais on essaie aussi, on veut comprendre comment ils sont arrivés jusqu'à l'aéroport. On est quand même à Niamey, hein, on est quand même dans la ville de Niamey. Et d'autres sources médiatiques, bien sûr, parlent de mutinerie. Est-ce qu'on peut réellement penser à une mutinerie au sein de l'armée? On rappelle que ce sont des sources des médias occidentaux qui parlent de possible mutinerie au sein de l'armée. C'est une hypothèse. Et d'autres mettent plutôt en avant le fait, effectivement, qu'il faut rappeler qu'il y a une cargaison d'uranium dont, bien sûr, le Niger est producteur qui est actuellement entreposée à l'aéroport de Niamey dans l'attente d'être exportée. Et d'ailleurs, cette cargaison est aujourd'hui au cœur de cette bataille ou alors de cette guerre entre le Niger et le groupe français Orano, car la France ou alors Orano estime que le Niger lui a volé son uranium. Alors, on va simplement prendre l'avis de nos invités sur la question. Monsieur Aïssi. Écoutez, vous avez énuméré un certain nombre de faits. Oui. Ce qui est important de chercher à comprendre ou de comprendre, c'est déjà la cible. Pourquoi le choix de l'aéroport de Diori-Hamani? Exactement. Au-dessus de l'aéroport de Diori-Hamani, vous avez la base aérienne 101 qui est installée. Oui. Vous avez la base de la force unifiée de l'AES qui est également installée. Vous avez l'aéroport qui est un point stratégique, qui est une cible stratégique. Vous avez d'ailleurs indiqué cela. Vous avez également le stock d'uranium qui est corrélé qui fait l'objet de, n'est-ce pas, de querelles judiciaires entre, n'est-ce pas, l'État nigérien et une société qui s'appelle Orano, entre autres. Oui. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'une mutinerie. Il faut déjà évacuer cela. Évacuer rapidement cette contre-vérité. Comme vous le savez, qui a été relayé par les médias mainstream, il s'agit d'une attaque terroriste. C'est ça qu'il est question. Il s'agit d'une attaque terroriste. Et puis, ces assaillants, qui ont été d'ailleurs maîtrisés pour la plupart, effectivement, voilà, ont utilisé les vecteurs aériens, c'est-à-dire les drones. C'est pour ça que le système anti-défense s'est déclenché notamment pour justement protéger l'aéroport, n'est-ce pas, les assaillants. Et justement, ils disposaient d'armes lourdes. D'après ce qui nous revient, les assaillants utilisaient des armes lourdes, dont les détonations. Bref, c'était une attaque majeure qui a duré un peu plus d'une heure. Donc aujourd'hui, avec la force unifiée de l'AES qui a fait le boulot. D'accord. Qui a fait le boulot. Maintenant, les survivants, c'est-à-dire notamment les assaillants, pour certains, sont en pleine exploitation. Donc pour le moment, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette question. Mais pourquoi est-ce que c'est l'aéroport? Vous savez que généralement, lorsqu'il y a ce type d'attaque, le choix est généralement fait au niveau des points stratégiques, c'est-à-dire les aéroports, les médias, c'est-à-dire la télévision nationale, c'est vrai. Oui. Voilà. Oui. Donc ils ont choisi justement l'aéroport parce qu'à cette là, l'aéroport à Mani, c'est-à-dire il y avait les embarquements qui étaient en train d'être. Effectivement. Donc c'est justement pour créer une sorte de, j'ai envie de dire, non seulement de chaos, mais de terreur. Les terreurs, ce sont des terroristes. Ce n'est pas une mutinerie. Mais est-ce que vous pensez, monsieur Aïssi, qu'il était question de, je ne sais pas si je dois dire, d'une tentative de coup d'État? Ou alors... si c'était une tentative de coup d'État, ça ne serait pas passé du côté de l'aéroport. Oui. Ça serait passé au niveau de la présidence. D'accord. N'est-ce pas, du Niger. Oui. Au niveau de la présidence de la République. Non, c'était justement une façon de pouvoir soit prendre ce contrôle, n'est-ce pas, le fameux stock d'uranium, soit prendre le contrôle de la base aérienne. Oui. 101, oui. Soit prendre le contrôle de la base de la force unifiée de l'AS pour y voler, c'est-à-dire les armes dont ils ont besoin. Donc je pense que je dis encore beaucoup de zones d'ombre. Ce qui est constant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une mutinerie. Il ne s'agit pas d'une mutinerie. Il s'agit bel et bien
d'une attaque terroriste. Maintenant, il faut savoir qui en sont les commanditaires. Qui en sont les commanditaires, à qui profite ou alors aurait profité justement cette tentative de déstabilisation. Monsieur Tapé Grubera, tout de go, monsieur Aïssi estime qu'il faut déjà évacuer cette autre hypothèse, pas de mutinerie au sein de l'armée du Niger. Il faut peut-être aller justement au-delà. Il y a effectivement une tentative de déstabilisation. Déjà le choix de l'aéroport, forcément, il est revenu sur ces éléments. Il y a cette base, effectivement, sont une de l'armée du Niger, et la force unifiée aussi de l'AES, et puis ce stock d'uranium aussi qui est stocké de ce côté-là. Alors, monsieur Tapé, quelle est votre analyse? Je souscris totalement à l'analyse de mon frère Troisa. Dans tous les cas, il faut être cohérent. On ne voit pas quel est le bien fondé de tenter de faire un coup d'État et puis aller attaquer l'aéroport. Vraiment, à moins qu'on ait un problème de logique. Parce qu'une tentative de coup d'État, c'est de remplacer le président qui n'est pas à l'aéroport. Si on disait qu'il est en train de voyager, ça c'est autre chose. Même là encore, ça pose un véritable problème. Donc, de facto, nous éliminons ça. Et donc, les hypothèses qui ont été émises par Troisa sont justes. Je voudrais simplement ajouter un élément à la suite de cette belle intervention. C'est que, pour moi, en fait, n'oublions pas que l'idée des occupants, des anciens occupants de l'Afrique, notamment ici le cas de la France et des Européens, c'est de toujours montrer la question de l'instabilité. Vous savez, ils n'ont pas digéré le fait que ces trois présidents aient permis à ce qu'ils puissent partir de leur pays pour qu'eux-mêmes ils assument leurs responsabilités, leur souveraineté. Donc, il faut toujours montrer que dans ces pays-là, ça ne va pas. L'attaque de la base, donc, ils vont faire une pierre, trois coups, c'est même pas un. Il y a le stock de l'uranium dont on a parlé, il y a les bases de l'AES. Donc, pour dire que si vous imaginez des voyous, moi, je n'appelle pas attaque terroriste. Moi, pour moi, ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires qui ont été payés. Donc, s'ils arrivent à attaquer la base de l'AES, c'est pour montrer aux gens qui sont frileux, ah, vous voyez, même la base de l'AES, c'est-à-dire une base des trois entités, a été attaquée par nous. C'est donc pour vous dire que, et puis en plus, récupérer des armes, et récupérer le stock d'uranium, parce que la France a toujours dit que c'est son uranium, alors que ça ne vient pas de son sol. Ouais, donc c'était ça, cette image qu'il fallait montrer que dans ces pays, il y a l'instabilité, quelle que soit la situation, et que leurs voyous sont capables de frapper à tout moment. Voilà donc l'idée de ce qui est. Et donc, ce que nous disons, nous avons dit toujours sur ces antennes, et sur certainement d'autres antennes, c'est que les gens n'ont jamais digéré le fait que nous puissions nous émanciper, prendre nos responsabilités. On leur dit trop, c'est trop. On ne peut plus continuer d'être de la farce. Je rappelle à toute fin utile que ces trois pays à l'époque, quand on les citait, quand on dit le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres, le Mali, l'un des pays les plus pauvres, le Niger, l'un des pays les plus pauvres. Mais on ne peut pas continuer de nous insulter à longueur de journée, alors que c'est sur nous que vous avez vos ressources. Par exemple, on sait que les centrales nucléaires françaises fonctionnaient grâce à l'uranium du Niger. Et on sait que près de 80% du territoire français est électrifié grâce à l'uranium du Niger. Par contre, quand vous allez à Niamey, je n'ai pas encore eu la chance et j'espère l'avoir, vous avez près de 80% du territoire du Niger qui n'est pas électrifié. On l'a vu lorsqu'il y a eu au début l'avènement du CNSP. Le Nigeria, c'est le Nigeria qui donnait l'électricité à, comment on appelle au Niger. C'est impensable. C'est-à-dire quelqu'un vit dans l'eau potable, mais il a soif. C'est impossible. Et c'est ce que les gens faisaient. Parce que on n'était pas, je rappelle, on n'était pas des colonies. Pour eux, nous étions venus nous agresser. Et d'après eux, ils nous ont vaincus. Donc, ils font de nous comme ils veulent parce que nous sommes les esclaves. C'est cette vision, ce mépris, cette vision raciste qu'ils ont vis-à-vis de nous. Donc, sinon, ce qui s'est passé, ça s'inscrit dans la même continuité de déstabilisation de ces trois pays. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on voit seulement le Niger. On doit voir qu'il y a cette permanence de la déstabilisation de ces trois pays. Et pour eux, ils ne doivent pas faire mouche. Parce qu'aujourd'hui, ces trois pays-là sont cités dans le monde entier comme des références. Dans le monde, même eux-mêmes sont convaincus de ce que les gens font qui est grave. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Or, ce n'est pas de leur volonté que nous allons vivre. Nous vivons de la volonté de nos dirigeants, de nos populations. Parce que trop, c'est trop. Donc, pour finir, je chute par là. Ce qui s'est passé à l'aéroport Amani Diori n'est qu'un groupe de mercenaires qu'on a pris pour aller attaquer, pour s'approprier
des ressources qui sont là-bas pour les remettre à la France, pour avoir des armes, et puis surtout l'effet communicationnel pour montrer que, vous avez vu, il y a l'instabilité, ils attaquent à tout moment. Et puis on allait dire donc à ces petits voyous mercenaires là, de faire leur communiqué, ils allaient crier oui, on a attaqué et que nous on revendiquons ça. C'est ça le scénario qui a été fait. Il n'y a aucune tentative de coup d'État. Les Nigériens sont aujourd'hui, je ne peux pas être prétentieux pour dire que tous les Nigériens se portent bien, mais dans cette difficulté que ce pays traverse, je pense que de tous les dirigeants qu'ils ont eu jusqu'à aujourd'hui, je peux mettre presque ma main dans le feu puisque je discute avec des frères et des sœurs du Niger, mais ceux-là, ils sont au-dessus. C'est-à-dire que si on met entre 0 et 10, la cote, ils sont pas loin même de 8 et 9. Pourtant, on a eu d'autres qui sont là, qui ont vendu les ressources, qui ont vendu le pays. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc, pour vous dire que, en réalité, ce sont les mercenaires qui ont fait cette tentative. Je suppose qu'ils ont eu la réponse qu'il fallait, parce que vous imaginez, si on arrive à attaquer l'aéroport, en fait, ça montre la fébrilité, non seulement du Niger, mais de l'AES. Oui. C'est un grand retentissant, parce que les antennes françaises et occidentales sont prêtes pour annoncer, pour dire, non, si maintenant l'aéroport est attaqué, c'est pas la peine que nos concitoyens aient là-bas, et donc ça légitime le fait qu'ils peuvent dire, rentrez chez nous, laissez ces pays-là qui sont déstabilisés. Comme ça s'est passé au Niger, ça veut dire que ça va se passer au Burkina, parce qu'on va préparer ensuite le Burkina et le Mali. Donc, une manière de rappeler encore les quelques Européens ou Occidentaux qui croient que les rapports entre eux, leurs dirigeants et nous, et nos dirigeants, doivent être des rapports de sérénité, des rapports de souveraineté, des rapports de gagnant-gagnant en fonction de nos intérêts, mais pas des rapports de soumission. Il y en a quelques-uns. Ceux-là, ils ont peur, ils vont rentrer. Voilà un peu l'effet de cette tentative d'attaque à l'aéroport Amani Diori du Niger et qui a échoué. Et donc, parce que, selon la presse, il y a le calme est revenu. Et vous avez vu que les gens attaquaient la nuit. Donc, oui. On sait de quoi il s'agit. Merci à vous, Monsieur Tapé.